Attention à la femme sur ces images. Sandra Birtmore, 23 ans. C'est la dernière photo d'elle vivante, prise lors d'une tempête de neige dans sa ville. On la voit quitter son appartement avec une raclette pour enlever la neige sur sa voiture. Elle devait partir tôt pour travailler le lendemain, mais n'est jamais revenue. Préparez-vous, cette affaire va vous révolter comme moi. Il y a un peu de tout. Il y a de l'exploitation et de la domination psychologique de personnes en situation de vulnérabilité, des abus sur des adolescentes, des abus d'autorité, ainsi que de la corruption et la protection de personnes puissantes. Viens avec moi analyser cette affaire qui a commencé d'une façon et s'est finie révoltante. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si, comme moi, vous aimez les histoires bizarres, faits divers, théories du complot et curiosités étranges, abonne-toi, active la cloche, aime, commente et partage, ça aide beaucoup sur la chaîne. Parfait, faisons la vidéo. Aujourd'hui, nous allons à Canton, Massachusetts, aux États-Unis, et je parle bien d'y retourner. Parce que, si vous nous suivez déjà ici, c'est là-bas qu'a eu lieu l'une des affaires les plus polémiques que nous avons couvertes sur cette chaîne. Par coïncidence, l'affaire d'aujourd'hui concerne le même service de police et les mêmes agents présentés dans cette vidéo. Je mets le lien de la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le procès a eu lieu et j'ai promis une vidéo sur la conclusion. Mais, même s'il y a déjà eu un verdict, il y a encore d'autres choses en cours que j'attends avant de finalement faire la vidéo de la partie 2. Revenons à l'affaire d'aujourd'hui et à la chronologie, 1er février 2021. Une tempête de neige frappait Canton. Ce n'était pas cette neige où l'on sort de la maison pour jouer ou faire un bonhomme de neige, non, c'était une tempête de neige qui a paralysé toute la ville et obligé tout le monde à rester chez soi. Oh là là, je ne sais pas si je pourrais vivre où il neige autant. Si tu y vis, écris-moi ton avis en commentaire. Sandra apparaît sur les caméras de l'immeuble. L'après-midi, elle récupère une livraison à la réception, puis le soir, elle revient avec quelque chose. Elle déneigeait la voiture car la tempête touchait à sa fin et elle devait partir tôt le lendemain pour le travail. Tout était normal. Après ces tempêtes de neige, il arrive que certains manquent le travail, soit parce qu'ils ne peuvent pas sortir, soit parce que les rues sont bloquées. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que personne n'y a vraiment prêté attention. Quand Sandra n'est pas venue travailler pendant 2 jours d'affilée, Sandra travaillait comme assistante enseignante dans une école publique de la ville. Elle ne manquait jamais le travail, même après une tempête de neige. Après 3 absences consécutives, ses collègues se sont inquiétés. Ils ont appelé la police pour signaler la situation et demander un contrôle de bien-être à son appartement. Kenton Woods Apartments. Voyons voir. Ils arrivent devant l'appartement, frappent à la porte, mais rien. Un silence total. Ils demandent l'aide du concierge de l'immeuble, qui leur fournit un double des clés, et ils parviennent à entrer dans l'appartement. Ils découvrent Sandra morte dans la chambre, mais la position du corps est très étrange. Une corde était nouée autour de son cou et attachée à la poignée de la porte de la chambre. Elle était suspendue, presque assise au sol, morte depuis plusieurs jours. Les policiers ont fouillé la maison et constaté l'absence de tout signe de violence. Il n'y avait rien de jeté par terre, aucune marque sur les murs, rien n'avait été volé, tout était exactement comme cela devait être. Les policiers ont vite conclu que, malheureusement, Sandra s'était suicidée. Cependant, il semble que les policiers n'étaient pas vraiment intéressés à enquêter sur ce qui s'était passé. Parce que, dans les jours qui ont suivi, sa famille est allée à l'appartement pour nettoyer et récupérer ses affaires. Et ils ont fini par découvrir certaines choses qui ne correspondaient pas vraiment à cette histoire de suicide. Ils ont trouvé des vêtements propres dans la machine à laver et d'autres dans le sèche-linge. Sandra venait tout juste de faire des courses écosses au supermarché. Et en plus, des livreurs continuaient d'arriver avec des achats en ligne qu'elle avait fait récemment. Lors de ces achats en ligne, elle montrait qu'elle pensait à l'avenir car elle avait acheté plusieurs articles pour bébé. Voilà mes amis. Sandra était enceinte, on a aussi découvert qu'elle avait un rendez-vous médical prévu et qu'elle avait même déjà engagé un photographe pour faire ses séances photos de grossesse quand son ventre serait plus rond, vous voyez ? Cela ne correspond pas à l'attitude de quelqu'un prêt à agir ainsi. Et puis la méthode d'autodestruction aussi me surprend. J'ai trouvé ça bizarre, comment une personne peut-elle se pendre à une poignée de porte ? Rien qu'en se mettant à genoux, elle pourrait déjà se sortir du danger. J'ai trouvé ça étrange. Sauf que les policiers ne voulaient entendre parler d'aucune théorie ou possibilité. Pour eux, l'affaire était classée, Sandra s'était supprimée. Et c'était tout.
Maintenant, nous allons commencer à dévoiler la possible raison pour laquelle les policiers ne voulaient pas enquêter en profondeur sur cette mort. Et pour ça, il faut qu'on remonte dans le temps, là, en 2010. À 12 ans, elle a rejoint le programme Police Explorers, un apprentissage de la police. Un programme destiné aux jeunes intéressés par une carrière dans la sécurité publique, et l'objectif de ce programme était de travailler avec des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire des jeunes issus de familles violentes et désorganisées, ou des jeunes qui vivent dans des zones violentes, dominées par la criminalité, etc. L'objectif était de briser la résistance naturelle de ces jeunes envers la police. Malgré son passé mouvementé, Sandra n'avait pas d'antécédents violents. Son père est mort avant sa naissance. Sa mère, souffrant de problèmes de santé chroniques, et sa grand-mère l'ont élevée. Elle subissait aussi du harcèlement à l'école, avait été diagnostiquée avec un trouble de l'attention, entre autres défis. Ce programme l'a attirée car elle ressentait un manque masculin et était fascinée par les hommes en uniforme, notamment les policiers. Quand on idolâtre quelqu'un, on baisse la garde, on croit et on fait confiance, n'est-ce pas? En théorie, ce programme de jeunes apprentis rapprochait la communauté de la police, offrait du mentorat et guidait les jeunes. Mais en pratique, c'était idéal pour les pires prédateurs, car on plaçait des jeunes vulnérables près d'adultes autoritaires. Ça ne pouvait que mal finir, non? C'est là que les noms liés à cette affaire interviennent. Un des instructeurs était le policier Mathieu Farrell. Entré dans la police en 2012, il est devenu instructeur des Police Explorers et a rencontré Sandra, alors adolescente. Des amis de Sandra ont dit qu'elle leur avait confié être enceinte d'un policier marié avec qui elle avait une relation secrète. Ce policier était Mathieu Farrell. Les policiers ont enquêté et, après interrogation, Mathieu a reconnu la relation intime avec Sandra, mais il précise que c'était plusieurs années après son départ du programme, alors qu'elle était majeure. Il a raconté qu'ils s'étaient rencontrés par hasard dans un bar, qu'il avait trop bu et qu'ils étaient allés chez lui. Il a admis l'avoir revu 2 ou 3 fois pour des relations intimes, puis il a rompu et ils ne se sont plus revus. Il a aussi nié être le père du bébé. La famille et les habitants ont suspecté un mystère autour de cette mort et ont poussé la police à enquêter davantage. L'expert en technologie de la police d'État, qui d'ailleurs est de l'État, a déclaré dans son témoignage qu'après avoir analysé les téléphones portables et les ordinateurs des personnes impliquées, il n'a trouvé aucun message ni aucune communication entre les deux. Cela a suscité des soupçons, car Mathieu avait reconnu leur relation intime à plusieurs reprises, alors qu'ils n'auraient jamais échangé de messages. C'est étrange, non? La famille a engagé un expert privé pour analyser les données de l'autopsie et a conclu que Sandra s'était autosupprimée. L'expert privé a déterminé que la blessure au cou résultait d'une strangulation à main nue et non de la corde retrouvée. Avec cette nouvelle information, le FBI a pris en charge l'affaire, et c'est là que les choses ont vraiment commencé à se compliquer. C'est parce qu'une experte en technologie du FBI a réanalysé les téléphones portables des personnes impliquées et a réussi à récupérer tout simplement 32 000 messages échangés entre Sandra et Mathieu pendant plus de 10 ans. Pour le FBI, il était évident que la police d'État cachait quelque chose. Une experte en technologie ne pourrait pas perdre ses messages, n'est-ce pas? Et, pour ne rien arranger, le contenu des messages n'était pas du tout innocent, bien au contraire, mes amis, c'était extrêmement compromettant. Elle révélait une relation longue et déséquilibrée, marquée par le contrôle et la vulnérabilité, où il est clair que Mathieu a profité de son autorité, de son âge et de la vulnérabilité de l'adolescente pour agir à sa guise. Ils ont trouvé des messages évoquant la prise de virginité de Sandra par le policier selon la date du message. Mathieu avait 27 ans, Sandra seulement 15. Les messages suggèrent qu'il a passé des années à séduire et manipuler Sandra, à créer une dépendance, à normaliser les abus et à essayer d'avoir un contrôle total sur elle. Ces messages montraient qu'elle était complètement amoureuse de Mathieu et croyait fermement qu'il l'aimait en retour, mais les messages de Mathieu montraient qu'il était simplement intéressé. Des années. Et si tu penses que c'est déjà grave, attends, ça va empirer. Les messages montraient le comportement sadique du policier et le contrôle absolu qu'il exerçait sur Sandra. Il avait l'habitude d'aller la chercher à l'école dans sa voiture de police, puis il l'emmenait dans des endroits isolés et abusait d'elle à l'intérieur du véhicule. Vraiment, tu peux y croire? S'il apprenait qu'elle parlait à d'autres garçons à l'école ou avait une mauvaise note, il l'obligeait à des rapports.
Sandra ne pouvait plus participer au programme Police Explorers parce que, pour aggraver les choses, sa mère est décédée et quelques semaines plus tard, sa grand-mère est également décédée. Sandra s'est donc retrouvée seule, très vulnérable face à la vie adulte. Matthew continuait sa vie, marié avec des enfants, tandis que sa relation avec Sandra devenait toujours plus abusive. Tu crois que ça ne peut pas empirer? Détrompe-toi. En fait, Matthew n'était pas le seul homme en position d'autorité dans la vie de Sandra à profiter d'elle. Non, Sandra était sous un contrôle total, à tel point qu'il a commencé à la partager avec d'autres policiers. Regardez comme c'est horrible, c'est bien ce que vous avez entendu mes amis, il l'a partagé. Il a ordonné à Sandra d'avoir des relations avec d'autres policiers de son commissariat. Robert Devine, qui était l'un des responsables du programme, et William Farrell, qui était le frère jumeau de Matthew, ont également abusé de Sandra. Et cela soulève une question effrayante. Comment cela a-t-il pu se produire pendant tant d'années sans que personne ne le sache? Et la réponse est simple. Tout le monde le savait là-bas, mais tous corrompus, ils s'entraidaient pour tout couvrir. La vie du monstre Matthew basculait quand Sandra annonça sa grossesse. Dès cet instant, leur relation avec le policier changea totalement. Pour aggraver les choses, la femme de Matthew attendait aussi leur troisième enfant. Il est devenu plus cruel, affirmant qu'elle avait tout comploté contre lui pour détruire sa vie et sa famille. Il a rejeté toute la faute sur elle et a même douté que l'enfant soit de lui, surtout quand elle a commencé à le menacer. Elle disait qu'elle allait exiger qu'il reconnaisse l'enfant, que son nom devait figurer sur l'acte de naissance du bébé. Elle a dit vouloir une pension alimentaire. Matthew s'est encore plus énervé contre Sandra. Après de fréquentes disputes par message, Matthew a soudain changé d'attitude. Oui, il est devenu plus affectueux et a dit qu'il était heureux d'avoir un enfant avec elle. Il a peu à peu attendri Sandra et lui a demandé de le recevoir pour discuter. Arrivée là-bas, Sandra l'a accueilli avec une carte et des photos d'échographie disant « Félicitations, tu vas être papa ». Sandra a dit à une amie que la journée s'était très bien passée. Elle a juste trouvé étrange que Matthew inspectait l'appartement, ouvrait l'armoire, testait la poignée, comme s'il cherchait quelque chose. Et là, la nuit du 1er février devient encore plus étrange. Revenons à cette nuit-là. Les caméras montrent Sandra prenant de la nourriture à la réception, puis enlevant la neige de sa voiture avant de rentrer chez elle. Plus tard, les caméras filment aussi, près de 4 heures après, un homme grand entrant dans l'immeuble avec un manteau sombre, une capuche, un masque médical et un jean. 28 minutes plus tard, le même homme quitte l'immeuble en hâte. Les enquêteurs ont vu grâce au système de positionnement global du téléphone de Sandra qu'il s'est arrêté dans l'appartement. 3 minutes avant que l'homme ne quitte l'immeuble, ce qui indique qu'elle est morte à ce moment précis. Maintenant, voici l'autre partie, encore plus surréaliste. Matthew a nié être l'homme sur les images, précisant qu'il avait un alibi solide. Sa femme a couché cette nuit-là à l'hôpital. Il a même posté ici une photo du bébé à l'hôpital après la naissance. Le problème, c'est que le FBI a découvert qu'il avait quitté l'hôpital alors que sa femme a couché, puis était revenu 1 heure plus tard, juste à temps pour la naissance de son fils. Les agents fédéraux ont constaté que ses vêtements sur les photos avec son fils étaient identiques à ceux de l'homme filmé par la caméra de sécurité de l'immeuble. Ils croyaient que Matthew était allé là-bas, avait tué Sandra et maquillé la scène en suicide grâce à son expérience de policier. Tu y crois? Plus de 3 ans s'étaient déjà écoulés depuis la mort de Sandra. Puis, en août 2024, Matthew Farrell est enfin arrêté par le FBI. Maintenant, regarde bien ce détail. Les agents fédéraux savent que la police d'État avait une telle réputation de corruption et de couvrir les crimes de leurs amis qu'ils ont dû faire preuve de créativité. Ils l'ont accusé d'avoir tué un témoin ou une victime pour l'empêcher de parler aux autorités. Un crime fédéral aux États-Unis. Ainsi, le FBI a obtenu la compétence pour enquêter et juger le crime. Regardez ça. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est quelque chose de profondément troublant pour moi, en tant qu'être humain et en tant que chef de la police. Mademoiselle Birchmore était une personne vulnérable, qui avait une constante dans sa vie depuis l'enfance. Son admiration inébranlable pour les policiers, pour ceux qui servent dans les forces armées, les personnes en uniforme, les personnes ayant prêté serment et ayant le devoir de protéger et de servir. Cette admiration l'a amenée à fréquenter des hommes prêts à profiter d'elle. Ce dont je viens parler ici aujourd'hui, c'est de sa vie et de la façon dont elle a été déçue, manipulée et utilisée par des personnes d'autorité qu'elle admirait et en qui elle avait confiance, jusqu'à ces derniers jours.
Il pensait qu'en inculpant Mathieu seulement pour homicide, l'affaire resterait sous la justice de l'État. Corrompus, ils trouveraient sûrement un moyen de sauver leur ami, non? Mais avant... Je voulais envoyer un bisou à Maria Béatrice, de Goyas, et à Jean-Florentin, d'Apiaca, Espirito Santo. Un gros bisou à vous deux. L'accusation fédérale soutient qu'il aurait tué Sandra pour faire taire la victime, qui pourrait éventuellement dénoncer les autorités un jour. À propos de ces crimes de coercition, d'exploitation et d'abus de mineurs, Mathieu a plaidé non coupable mais reste détenu sans caution dans une prison fédérale. Son procès est prévu en octobre 2017. Tout le monde sait qu'il est fichu. Le FBI ne prend jamais une affaire pour perdre. Le fait qu'il soit resté en prison avant son procès montre qu'il ne s'en sortira pas. Pour ne rien arranger, en octobre 2025, les fédéraux ont ajouté une nouvelle accusation de meurtre concernant le bébé dans le ventre de Sandra. Un signe que probablement, Mathieu a passé un accord pour obtenir cela. La réclusion à perpétuité signifie que les procureurs ont déjà déclaré ne pas demander la peine de mort lors du procès. Je pense que c'est mieux ainsi. Je veux qu'il reste en prison à vieillir et pourrir toute sa vie. Et les autres policiers ayant profité de Sandra, William et Robert, ils ont été enquêtés par l'inspection de la police locale. Sanctionnés lors d'une procédure disciplinaire, ils ont été renvoyés et interdits d'exercer comme policiers sans être inculpés d'autres crimes. N'est-ce pas? C'est dur. Donc voilà, les amis, quelle histoire triste, n'est-ce pas? Révoltant aussi, comment un programme prometteur, pouvant aider de nombreux jeunes, a été détourné par un groupe de prédateurs en uniforme. Je ne crois pas que les autorités aient fait preuve de négligence. Les autorités de l'État étaient complices et toutes responsables du recrutement, des abus, des problèmes de santé mentale et de la mort de Sandra. Alors, dites-nous déjà ici, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de la police? C'est vraiment horrible, n'est-ce pas? Partagez dès maintenant avec ceux qui aiment les histoires folles. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker et de rester connecté pour la prochaine vidéo. À bientôt. Transcription de film, transcription, sous-titres, film.